Nous sommes donc arrivés à la fin de l'étude de la feuille comme surface d'échange. Donc après avoir montré que c'est une grande surface d'échange, avoir observé les stomates sur la face inférieure des feuilles, vu ici au microscope électronique à balayage, j'espère que vous avez noté dans votre cours, on peut donc on a fait une empreinte de la face inférieure d'une feuille, également en TP, ça peut aussi être un argument pour votre copie. On a ici encore un autre argument qui est un graphique résultant de la mesure de l'ouverture des stomates en fonction des heures de la journée. On constate que le degré d'ouverture qui est mesuré en pourcentage du maximum est maximal vers 10 heures et encore plus élevé aux alentours de 16, 17, 18 heures, c'est-à-dire pas aux heures les plus chaudes de la journée où l'on a un creux ici du graphique avec des stomates ouverts seulement à 40-45% de l'ouverture maximale. Alors pourquoi? Pour éviter la transpiration, qu'on appelle aussi l'évapotranspiration de la plante, qui, en ayant des stomates grands ouverts à un moment où il fait très chaud, risquerait de perdre de l'eau, puisqu'on a vu que, en même temps que le CO2 qui sort, de l'eau peut sortir de la plante et donc risquerait de la dessécher. Ce qui nous amène à, donc pour votre TP, il faut retenir les notions de stomate et d'ostiole. Pour ce graphique, c'est-à-dire ce nouvel argument, il faut retenir que les stomates sont des pores, P-O-R-E, parce que avec un C, ça fait bizarre dans une copie, à ouverture contrôlée. Contrôlée par quoi? Eh bien, contrôlée par la lumière. Comment ça peut se faire? Eh bien, tout simplement parce que les cellules de garde possèdent des chloroplastes qui vont donc capter la lumière et, suivant l'intensité lumineuse, se gonfler ou se dégonfler. On parle, je vous le rappelle, de turgescence ou de plasmolyse, pour ceux qui ont envie de placer des mots supplémentaires. Et son intérêt, c'est d'éviter l'évapotranspiration. En réalisant donc une empreinte de la face inférieure d'une feuille, on observe un grand nombre d'orifices appelés ostioles au sein de structures appelées stomates. Ça, c'est la phrase que vous auriez pu écrire suite à votre observation de TP. Les gaz peuvent donc entrer ou sortir par les ostioles de ces stomates. Au passage, l'eau qui sort par les stomates est de l'eau à l'état de vapeur. On change de partie, on arrive à la racine. La racine, ce n'est pas une zone d'échange, mais une zone d'absorption. Il y a une entrée d'eau et d'ions. On revient ici au livre L'éloge de la plante de Francis Allais, que vous aviez dans le sujet de type bac. Et donc, on reprend ici cette petite phrase que vous aviez dans votre énoncé, disant que la surface racinaire d'un plant de seigle est de 19 000 mètres carrés, soit environ 2 terrains de football, et celle d'un grand arbre de 130 hectares, soit 185 terrains de football. Alors, si vous n'êtes pas fanat des chiffres, vous en retenez un des deux. On voit ici deux représentations de systèmes racinaires. Tout d'abord, le système racinaire ici d'une petite plante qu'on appellerait une mauvaise herbe, qui est l'Arabidopsis thaliana, ou plus simplement en français l'arabette des dames. Retenez le nom de cette plante, elle reviendra plus tard en génétique notamment. Vous voyez donc pour cette petite plante qui, à cette échelle-là, a cette taille, voilà la surface racinaire correspondante. Et on a un autre exemple ici, le raie gras, c'est-à-dire de l'herbe
grosso modo, pour non-scientifiques, eh bien, vous avez 7 parties aériennes et 7 parties sous le sol. Donc, première chose, une grande surface racinaire. Deuxième chose, chez une plantule, on a une grande surface d'absorption due au poil absorbant. Ce sont tous ces espèces de fins cheveux là, qui sont le long de la radicule. La jeune racine, on l'appelle la radicule. Et donc, je vais vous demander au brouillon de faire le schéma correspondant à cette photographie et de représenter de manière agrandie une coupe qui serait faite à cet endroit-là. Donc vous faites au brouillon et vous laissez dans votre cours une demi-page pour prendre ensemble la correction. Ce schéma, il faudra le connaître, c'est-à-dire le faire et le refaire. Je ne vais pas le rappeler à chaque schéma, mais on ne connaît pas un schéma que l'on a regardé uniquement. On connaît un schéma quand on l'a fait, quand on a buté sur des questions, sur une annotation qu'on a oubliée. Il faut le faire et le refaire. On le fera en AP régulièrement. Vous avez ici une photographie correspondant à ce que vous avez vu dans le TP1, c'est-à-dire une coupe transversale de racines. Alors, ce qui est intéressant pour l'instant dans notre paragraphe sur la surface d'absorption, ça n'est pas le cylindre central que certains m'ont montré qui était tout beau dans votre TP. Vous me montriez une belle image de cet endroit-là. Ce sont les vaisseaux conducteurs que l'on verra par la suite, mais ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les poils qui se trouvent à la surface. L'épiderme d'une racine, on l'appelle le rhizoderme. Vous pouvez l'ajouter à votre photographie de TP. Et donc, au niveau de cette partie épidermique de la racine, on parle aussi d'épiderme, hein, c'est pas une catastrophe si vous écrivez épiderme, ça fait plus riche le mot rhizoderme. Certaines cellules sont modifiées et si vous essayez de les regarder de très près, eh bien la cellule est allongée. Donc c'est ça que vous devez dessiner pour l'agrandissement de cette zone ici. Donc ça, on l'a vu en TP. La phrase que vous auriez pu mettre dans votre TP, c'est que les jeunes plantules possèdent sur leurs racines, hein, c'est en surface, de nombreux poils absorbants, on parle de zones pilifères, qui augmentent la surface d'absorption de l'eau contenant des sels minéraux. Ici, une expérience historique, donc on note argument dans la marge du cours. Il s'agit de l'expérience de Rosen, qui a été réalisée donc sur des jeunes plants de radis. On a fait germer des graines de radis et dès qu'elles germent, il se forme une radicule, donc une jeune racine, un début de tige et les 2 premières feuilles que l'on voit ici. Dans un premier cas, dans tous les cas, on met de l'eau et de l'huile. Dans le premier cas, les poils absorbants sont dans la zone d'eau. Dans le deuxième cas, les poils absorbants sont dans l'huile. Dans le troisième cas, les poils absorbants sont dans l'eau comme dans le premier, mais l'extrémité de la racine est dans l'huile. Et dans le dernier cas, on a toute la zone des poils absorbants, donc la zone pilifère, dans l'huile. Vous constatez que, donc ça c'est l'analyse, hein, les deux expériences B et D, la plante meurt, ce qui veut dire que l'absorption d'eau et d'ion n'a pas pu se faire, et donc que l'absorption se fait par l'extrémité de la racine, mais pas la partie tout à fait terminale qui a été ici mise dans l'huile, la partie qui contient les poils absorbants.
Donc, pour que ce soit un argument dans votre copie, il faut représenter les tubes et leur contenu et expliquer ce que l'on observe et ce qu'on en tire comme information. Ici, on retrouve les mycorhizes telles que vous les avez vues dans votre TP, donc on a fait une correction. Et ici, on a encore un autre argument, mais ça va en faire beaucoup sur le même paragraphe, hein. Vous n'en avez jamais besoin de plus que un par paragraphe, concernant la concentration en phosphore dans les plants pour différents cas de figure. Alors, soit on arrose, soit on n'arrose pas, soit on inocule, c'est-à-dire qu'on a mis en contact avec des champignons ou pas. Ce qu'on voit ici, c'est que quand c'est inoculé, c'est-à-dire qu'il y a des champignons symbiotiques, ce sont les barres hachurées, eh bien, il y a toujours une quantité de phosphore qui est plus importante que, je dirais, dans le témoin qui n'a pas de champignons. Donc, les champignons permettent à la plante d'avoir de l'eau en plus, mais aussi des ions. Ici, je vous invite à recopier ce schéma parce que la photo précédente, ça va être compliqué à en faire un schéma. Vous avez ici deux sortes de mycorhizes. Celle que vous avez observée en TP, l'endomycorhize, endo qui veut dire dedans, puisque les filaments se terminent par un arbuscule à l'intérieur des cellules de la racine. Alors que dans d'autres cas de figure, c'est souvent le cas des arbres, on a des ectomycorhizes, c'est-à-dire que les filaments mycéliens, encore appelés hyphes, se situent entre les cellules du végétal, enfin, entre les cellules de la racine. On parle alors de réseau de Hartige, et de manteau à l'extérieur. Et ça fait toute une espèce de duvet à l'extérieur de la racine, ça se visualise bien également. Mais ces termes ne sont pas nécessaires. Vous voyez que ce document est un document de classe préparatoire, donc de BCPST. Vous n'avez pas besoin de connaître ces noms. Vous pouvez noter également que les arbres sont pour la plupart associés à des champignons symbiotiques formant des mycorhizes. C'est le cas de 80 à 90% des arbres. Vous pouvez maintenant coller ce document que je vous ai distribué et à partir de celui-ci, réaliser deux schémas. Donc vous voyez ici, traduire ce paragraphe par un schéma. Donc je vous invite à repérer au stabilo les éléments qui vont être constitutifs de votre schéma et ensuite traduire ce paragraphe par un autre schéma. Donc vous devez faire deux schémas. Alors je vous montre un peu le départ pour le premier et puis le départ pour le deuxième qui sera plus complet. Vous pouvez y ajouter ensuite, donc faites des schémas bien grands, hein, et faites-les au crayon gris, comme ça il y aura moyen de modifier en classe si nécessaire. Que l'association est plus ou moins spécifique, si on prend l'exemple du bolet du mélèze, qui est un champignon qui est associé au mélèze, on va le trouver que avec l'Aryx decidula, c'est-à-dire le mélèze. Par contre, un même arbre peut être associé à plusieurs espèces, parfois. Vous connaissez peut-être aussi la truffe, que l'on ne trouve que sous les chênes. Donc, à chaque arbre, son champignon. On arrive donc à la conclusion de ce chapitre qui correspond à la notion 2. Les plantes développent de grandes surfaces d'échange, aériennes d'une part, avec une optimisation de l'exposition à la lumière, c'est-à-dire la source d'énergie, et qui permet les transferts de gaz, et souterraine d'autre part, permettant l'absorption d'eau et d'ions du sol, facilitée le plus souvent par des symbioses, notamment les mycorhizes. Il y a d'autres symbioses qu'on n'a pas envisagées ici, notamment avec des bactéries, pour ceux qui veulent en savoir toujours un petit peu plus. Donc le paragraphe se termine là, on complète en cours et on corrige les schémas. Merci pour votre attention.